Bonjour à tous. Est-ce qu'il y en a qui me connaissent? Non? C'est bien, ça, il n'y a pas eu de douleur alors cette année. Donc, ce que je vais raconter, il n'y a personne qui l'aura encore entendu. Donc, monsieur le directeur vient de parler d'assuétude. On va parler énormément des assuétudes. Et c'est quoi les assuétudes? En fait, il y a d'autres mots que assuétude. Il y a addiction, il y a dépendance. Mais chez les jeunes, il y a un mot que tout le monde comprend beaucoup plus facilement, c'est le terme accro. Et là, quand on parle de accro, on a tous compris. On sait ce que ça veut dire, être accro à quelque chose. Alors à quoi est-ce qu'on peut être accro? Alors on peut être accro à la télévision, on peut être accro au chocolat, on peut être accro aux jeux vidéo, on peut être accro à des idées, on peut être accro à des religions, on peut être accro à beaucoup de choses. On peut être accro à toute une série de produits, que ce soit le tabac, la drogue, l'alcool, la nourriture, les médicaments. On peut être accro à tout. Mais aujourd'hui, dans le cadre des assuétudes, on va parler des produits qui sont dangereux pour la santé, qui vont mettre votre santé en danger. Et là, il existe 5 grandes familles que je viens de citer. Il y a 5 grandes familles de produits qui peuvent mettre votre santé en danger. C'est bien sûr le tabac, la drogue, l'alcool, les médicaments et, ce qu'on oublie généralement, la nourriture. Parce que la nourriture, lorsqu'elle est mal utilisée, peut devenir extrêmement dangereuse pour la santé. Quelqu'un qui mange trop, qui se goinfre de nourriture, il va tomber dans une maladie qui est l'obésité, la boulimie. Inversement, la personne qui va se priver de nourriture ou qui aura un mauvais rapport à la nourriture va tomber dans une maladie qui est l'anorexie. Ça, on sait. Et donc, voilà, on va essayer de parler des assuétudes aujourd'hui. Les assuétudes, on va les prendre en général, parce que, de toute manière, quel que soit le produit utilisé, c'est la même maladie. Et là, je viens d'utiliser un terme très important, et c'est la première notion que vous devez avoir en tête. C'est que le fait de consommer du tabac, de la drogue, de l'alcool ou autre, c'est pas un vice, c'est pas une honte. Tout le monde a le droit de faire la fête. Mais l'ennui, c'est qu'à partir du moment où on va mal l'utiliser, on risque de tomber dans la maladie de la dépendance. Parce que la dépendance est une maladie reconnue par tous les médecins, par la santé. C'est une maladie. Et ça, il faut bien se mettre dans la tête. C'est pas une honte, c'est pas un vice. C'est une maladie. Et le danger de cette maladie, et ça on l'oublie généralement, c'est que cette maladie, elle est incurable. Une fois qu'on est tombé dans la dépendance, c'est pour la vie. Il n'existe aucun médicament qui va vous guérir de l'alcool. Il n'y a aucun médicament qui vous guérit du tabac. Il n'y a aucun médicament qui vous guérit de la drogue. Et il n'y a aucun médicament qui va vous guérir des médicaments. Maladie incurable. Mettez-vous bien ça dans la tête. Alors, c'est très dangereux de se lancer dans l'aventure de consommer avec excès ce genre de produit, ou de le consommer pour de mauvaises raisons, parce que vous allez devenir un malade à vie. Incurable. Et qui va vous amener tout simplement à la mort. Alors, pourquoi consomme-t-on?
Pourquoi commençons-nous à boire? Mais c'est simple. Au départ, c'est simplement pour faire comme les autres. C'est parce que les copains le font. Ah oui. Alors si les copains le font, c'est que c'est bien. Alors, on va sortir entre copains, et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on va boire, on va fumer. Ils le font, c'est pas dangereux, alors je peux le faire aussi. Non. Il faut se montrer un petit peu adulte. Entre autres, ici, un terme. Se montrer adulte. Se comporter comme un adulte. C'est quoi un adulte? À votre avis, un adulte par rapport à un ado. Un ado, c'est quelqu'un qui est dans une sale phase dans sa vie. Il sort de l'enfance, il se croit déjà un grand, il a envie de tout connaître, tout doit aller vite, il est en train de former sa personnalité, il veut s'imposer auprès des autres, il doit être le plus fort, il cherche des libertés un peu partout. Bref, c'est vraiment n'importe quoi dans sa tête. Il n'y a qu'à demander aux parents votre comportement vis-à-vis d'eux à certains moments. Ils sont la grosse tête. Hein. Et donc, devenir un adulte par rapport à un ado, c'est simple. Un ado, quand il fonctionne, il va agir. Et une fois qu'il a agi, il va se dire, non, d'une pipe, ce que je viens de faire ici, est-ce que c'était pas une bêtise? Est-ce que ça valait la peine? Enfin, il est trop tard. Les parents assumeront bien. Devenir adulte, c'est faire l'inverse. Au lieu d'agir et puis réfléchir, on va d'abord réfléchir et puis agir. Le petit déclic. Si on pouvait à chaque fois que l'on pose un acte, d'abord se poser la question, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est pas dangereux? Avoir une petite réflexion d'une seconde, en se demandant, voilà, et puis prendre cette décision, oui, je le fais ou je ne le fais pas, eh bien, le nombre de bêtises que vous allez éviter dans votre vie est énorme. Réfléchir et puis agir. C'est ça simplement devenir adulte. C'est ce que vos professeurs, vos parents essaient de vous inculquer au travers de différents moyens. On veut vous amener à l'état adulte. Mais l'ennui, c'est que devenir un adulte, ça fait peur. Et les jeunes, finalement, pour affronter cette peur, ce stress, ils le cachent. Mais dans leur tête, ils savent très bien que être adulte, c'est la jungle là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé? On est pourtant tellement bien en tant qu'ado, on peut faire n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce qui va se passer là chez les adultes? Et on a peur. Et donc, on se sert de certains produits pour affronter ce stress. Et finalement, au travers de toutes vos soirées et autres, le fait de boire, de se droguer, de fumer, c'est pour affronter ce stress parce qu'il y a cette angoisse de devenir adulte. D'accord? Donc, pourquoi boit-on? La première raison, bien souvent, c'est pour faire comme les autres. Les autres le font. On peut le faire aussi pour faire autrement que les autres. Parce que moi, je suis un grand timide. Et j'ai envie de sortir en boîte, et j'ai envie d'inviter une fille à danser, là. Et puis, dans la classe, moi, le grand timide, il n'y a personne qui me remarque. On ne me calcule pas. Mais je voudrais qu'on s'intéresse à moi. Donc, pour me faire remarquer, il faut que je fasse quelque chose que les autres ne font pas.
Alors si par exemple dans mon groupe, il n'y a personne qui boit, ou il n'y a personne qui fume, ou il n'y a personne qui se drogue, eh bien, je vais me lancer dans cette aventure-là, parce qu'au moins, je vais me faire remarquer des autres. Et là, je vais devenir quelqu'un d'important. Que ça soit en bien ou en mal, on s'en fout. L'important, c'est de se faire remarquer. Voilà. Donc, je vais le faire pour faire autrement que les autres. Et il y a une troisième raison pour laquelle on touche à ce genre de produit. Et ça fait partie de la nature humaine. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. C'est pour un petit mot. Interdit. À partir du moment où on vous interdit quelque chose, on a envie de le faire. Tant qu'on ne vous dit rien, vous n'y pensez même pas. Mais à partir du moment où on vous dit c'est interdit, qu'est-ce qu'on a envie de le faire? Exemple, je reçois mes petits-enfants à la maison et ils sont en train de jouer dans le salon. Ça joue. Pas de problème. Je vais dans la cuisine et je reviens avec un beau plateau de bonbons. J'arrive dans la cuisine, hop, dans le salon, et je le dépose sur la table du salon. Et puis je m'installe dans le canapé et je lis mon journal. Je ne dis rien. Eh bien, les petits-enfants, ils vont continuer à jouer. Pas de problème. Et puis il y en a un, tout d'un coup, qui dit « Oh, il y a des bonbons ». Comme ils sont polis, ils vont venir vers moi, ils vont dire « Papy, je peux prendre un bonbon ?» Ah ben, je vais leur répondre « Oui », je vais leur répondre « Non ». On va manger dans 10 minutes, mais cet après-midi, tu pourras en avoir. Et il n'y a pas de problème, ils vont continuer à jouer. Par contre, si maintenant j'arrive dans le salon avec mon plateau de bonbons, je le dépose au milieu de la table du salon et puis je dis « Les petits-enfants, venez voir, j'ai mis des bonbons sur la table. Interdiction d'y toucher. Hein. » Il n'y en a plus un qui joue. Hein. Ils vont être là dans le coin. Oh, il a mis des bonbons, on ne peut pas y toucher. C'est scandaleux. Si par malheur je pars pendant 10 minutes, quand je reviens, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des bonbons dans l'assiette. Hein. Tout ça parce que j'ai interdit. Alors quand on vous interdit de fumer, quand on vous interdit de boire, quand on vous interdit, il y a une raison derrière. Mais dans la nature humaine, comme on vous l'a interdit, qu'est-ce qu'on a envie de le faire? Fumer dans les toilettes. Aller fumer dans les toilettes. Est-ce qu'on prend du plaisir à faire ça? Déjà le cadre, c'est un endroit pas très ragoûtant, les odeurs. Maintenant ça va mieux, les toilettes sont mieux entretenues dans les écoles, mais à l'époque, quand j'étais jeune, c'était dans la cour, dans des petits cabanons en bois comme ça. Les odeurs, c'était bien. Et puis, le stress qu'on avait, parce qu'on était tout le temps en train de regarder, et le surveillant éducateur, il va arriver, attention, on va se faire choper. Et finalement, là où on prenait véritablement du plaisir d'avoir fumé cette cigarette, c'est au moment où on l'avait jetée dans la cuvette, qu'on sortait des WC et qu'on traversait la cour. Parce qu'à ce moment-là, c'était « Ah, j'ai réussi à fumer une cigarette alors que c'était interdit. » Et j'ai bravé l'interdit. Donc chez les jeunes, il y a cette notion de braver l'interdit. Et à partir de ce moment-là, vous faites n'importe quoi. C'est bien compris tout ça? C'était une petite introduction. En fait, je ne me suis pas présenté ici. Je suis Monsieur Schepers. Ça fait maintenant 6-7 ans que je viens ici à l'école, au collège, pour faire ce type d'animation, de prévention. Monsieur Schepers, un ancien professeur. Je suis un ancien prof. J'ai enseigné pendant 25 ans et j'étais prof de chimie. C'était génial, j'avais un chouette métier. Et il y a 25 ans, j'ai décidé, non pas il y a 25 ans, il y a 10 ans,
J'ai enseigné pendant 25 ans, excusez-moi. Il y a 10 ans, j'ai décidé de changer d'orientation dans ma carrière. Pourquoi? Parce que, j'ai constaté que dans mes élèves, il y avait, et chez les jeunes en général, ils consommaient ce genre de produits dans des quantités de plus en plus importantes et de plus en plus jeunes. À mon époque, exemple, à mon époque, pour la cigarette, eh bien, c'était, entre guillemets, réservé aux élèves de 5e. C'est à partir du moment où on arrivait en 5e, 6e, que ça faisait bien de fumer. C'était interdit. Si on se faisait choper à l'école, c'était les sanctions totales. Convocation des parents, renvoi. Si les parents apprenaient qu'on fumait, la raclée qu'on prenait à la maison. Attention. Mais ça faisait bien auprès des petits. Ça montrait qu'on était devenus des grands. Et le fait de fumer, ça faisait bien. Oui, mais il faut bien se rendre compte que les petits sont toujours en train d'observer les plus grands. Et ils veulent toujours faire comme le grand frère, ils veulent faire comme ceux qui sont en 5e. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, maintenant, la cigarette, ça ne commence plus en 5e, mais bien en première. Là, on commence, dès qu'on arrive en humanité, à être sous influence de copains qui vont vous proposer de fumer. Et ça commence en première, parce que ça fait bien. Et avec ça, quand on arrive en 5e, comment est-ce qu'on va pouvoir rouler des mécaniques par rapport aux élèves de première, vu que maintenant, eux fument? Nous, on n'a plus ce moyen de montrer qu'on est des grands. Et donc, il y a eu un basculement. Et j'ai constaté que dans mes classes, il y avait jusqu'à 80% d'élèves qui fumaient des joints dans certaines de mes classes. Au lieu de fumer la cigarette, ils étaient passés au joint. Alors imaginez-vous dans quelques années, parce que les petits sont là, ils regardent maintenant ceux de 5e qui fument des joints. Alors ils vont essayer de faire la même chose. Et dans 10-15 ans, le joint va commencer en première. Mais alors que vont pouvoir faire les élèves de 5e pour pouvoir s'imposer auprès des petits? Ils vont commencer à se piquer, à sniffer. Non, ça devient une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Il faut faire quelque chose. Il faut arrêter ce processus. Et il faut savoir que, à l'heure actuelle, le tabac est peut-être un petit peu en perte de vitesse. Ça, c'est un fait. C'est ce que j'ai pu constater dans certaines écoles où je vais. Il y a une perte de vitesse de consommation chez les jeunes de tabac. Pourquoi? Parce que c'est pas avec une cigarette qu'on va s'éclater, qu'on va planer, qu'on sera complètement défoncé. Ah non. Et puis quand on voit le prix d'un paquet de cigarettes, à presque 6 € le paquet, pour simplement de la fumée et pour avoir un style, un look, une attitude, c'est quand même cher. Les drogues, c'est encore un peu cher pour les jeunes, par le cannabis, fume un peu d'herbe, mais enfin, c'est occasionnel, on garde ça pour le week-end bien souvent. C'est un produit qui revient très cher. Mais celui qui a le meilleur rapport qualité-prix et qui permet de se défoncer rapidement, s'éclater, et qui est le top chez les jeunes à l'heure actuelle, c'est ça. C'est l'alcool. Et là, c'est une vraie catastrophe. Les binge drinking, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les concours pour celui qui parvient à
s'envoyer toute une bouteille le plus rapidement possible, et celui qui tombe le premier, il a gagné. Ah, super intelligent comme jeu. J'ai une fille qui est infirmière urgentiste. Eh bien, je peux vous dire que tous les week-ends, la quantité de coma éthylique chez les jeunes qu'elle voit arriver est énorme. Et ils n'en sortent pas tous. Il ne faut pas croire que, oh, une bonne cuite, et puis c'est tout. Votre corps n'est pas fait pour encaisser ce genre de quantité d'alcool. De toute manière, à votre âge, vous ne devriez même pas toucher à une goutte d'alcool. Pas une goutte, pas une cigarette, ni de la drogue. C'est un produit extrêmement dangereux. On va expliquer finalement pourquoi vous ne devez jamais y toucher. Prenez une fille qui est enceinte et qui va chez son gynécologue. Le gynécologue va lui conseiller quoi dans un premier temps? Directement, la première chose qu'il va lui dire: ah, mademoiselle, vous êtes enceinte, à partir de maintenant, plus question de fumer ni de boire. Pourquoi? Parce que si elle continue à boire, elle va mettre en péril l'enfant qu'elle porte. Il peut y avoir des malformations. Et de toute manière, déjà avec la consommation de produits actuels, on peut constater que les accouchements, ils sont rares ceux qui arrivent à terme. On est déjà dans une société avec une malbouffe, une pollution extrême, ce qui fait que les bébés, rares sont ceux qui arrivent à terme. Et puis, avec le temps, on a vu que le poids des bébés a vachement diminué. Et donc, votre médecin va dire, pas question de toucher à ça. Il ne faut pas toucher à l'alcool, aux drogues, au tabac quand on est enceinte. Et en fait, c'est pendant toute la croissance qu'il faut ne pas toucher à ça. Parce que sinon, vous allez créer des cellules sous influence de produits toxiques. Mais quand est-ce que s'arrête la croissance? Elle ne s'arrête pas à la naissance, la croissance d'un fœtus, ça ne s'arrête pas à la naissance, ça ne s'arrête pas à 12 ans, ça ne s'arrête pas à 14 ans, c'est vers 18, 20 ans. C'est à ce moment-là que vous allez terminer votre croissance. À partir de ce moment-là, si vous commencez à consommer, une fois que la croissance est terminée, vous ne faites que détruire des cellules en place. Mais à partir du moment où vous consommez plus tôt, vous fabriquez des cellules sous l'influence de produits toxiques et c'est dans quelques années que vous allez payer l'addition. À vous de faire le bon choix. Donc, il y a 10 ans, j'ai décidé de changer d'orientation parce que j'ai constaté que les jeunes consommaient de plus en plus et de plus en plus jeunes. Ça, c'était la première raison. Mais la vraie raison pour laquelle je me suis mis à faire ce genre d'animation, c'est que je ne voulais pas qu'il arrive aux jeunes ce qui m'est arrivé à moi. Parce que je ne viens pas ici en tant que professeur, moi je viens en tant que toxicomane. En fait, je suis un alcoolique. Je suis un alcoolique abstinent. Abstinent, ça veut dire quoi? Abstinent qui ne consomme plus, qui a arrêté la consommation. Je ne suis pas un ex-alcoolique. Cela fait 12 ans que je n'ai plus touché à une goutte. Mais je reste un alcoolique et je le resterai toute ma vie. Je vous ai dit tout au début, l'alcoolisme, la toxicomanie, c'est une maladie incurable. Oui. Eh bien, au départ, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Et je suis un alcoolique
abstinent, pas annexe, étant donné que ça ne se soignera jamais. J'ai fait 8 cures de désintoxication pour essayer de m'en sortir. Il ne faut pas croire que parce qu'on va dans une cure de désintoxication, on est guéri. Loin de là. De toute manière, on ne parle pas de guérison, véritablement. Quand on va dans une cure de désintoxication, ce n'est pas pour se faire soigner, c'est pour se faire aider. La terminologie est très importante. On ne se fait pas soigner, on se fait aider. Parce que de toute manière, on ne sera jamais guéri. Tout ce que l'on fait là-dedans, c'est apprendre à vivre avec son problème, à gérer sa maladie et à l'endormir au fond de soi-même. Mais elle reste toujours présente là. Elle ne disparaîtra jamais. Elle est en nous. Moi, je suis un alcoolique jusqu'à la fin de mes jours. Et il suffira, et il suffit que l'on retouche une fois au produit pour réveiller la maladie qui était là endormie. Et à partir de ce moment-là, on est reparti là où on avait arrêté. C'est bien pour ça que j'ai fait 8 cures de désintoxication. Quand je suis rentré dans cette première cure, dans ma tête, j'étais pas un alcoolique. Hein. Loin de là. C'est les autres qui disaient toujours « Oui, tu es un alcoolique ». Et là, j'avais les phrases bateau que tous les toxicomanes vont vous envoyer à la figure pour se justifier. Ah, moi, un alcoolique? Mais non, moi je bois un peu plus que mon voisin. Ouais, mais c'est parce que j'ai l'entraînement. J'ai l'habitude. Ah oui, ça, force d'en boire. Et donc, j'ai l'habitude. Et puis, la petite phrase qui va mettre fin à toute discussion, c'est « j'ai l'habitude, mais de toute manière, vous savez, je peux m'arrêter quand je veux. » Ils le disent tous, hein. À partir du moment où on sort cette phrase-là, c'est qu'on a déjà un problème. Si on essaye de se justifier, c'est qu'au fond, soi-même, on se rend compte qu'il y a un petit problème. Et alors, on va même rajouter, et vous l'avez entendu, que ce soit avec la cigarette, la drogue, l'alcool, c'est pareil, le produit n'a pas d'importance. Hein. Mais alors, ils vont vivre. Hein. Donc, je bois plus parce que j'ai l'entraînement. 2, j'arrête quand je veux, mais de toute manière, il n'y a pas de danger, je connais mes limites. Je connais ma limite. Ah oui. Il faut savoir que moi, personnellement, j'ai commencé comme monsieur tout le monde. Un verre avec les copains, qui sont devenus 2, qui sont devenus 3. Et il y a 12 ans, quand je suis rentré dans ma 8e cure de désintoxication, eh bien, j'en étais arrivé à devoir boire. Et là, j'insiste sur le mot « devoir ». C'était devenu une obligation. Moi, j'avais perdu toutes mes libertés. Moi qui étais en quête de liberté, de pouvoir faire tout ce que je voulais, je les avais perdues, toutes mes libertés. Eh bien, je devais consommer pour pouvoir fonctionner. Et de un verre avec lequel j'avais commencé pour faire la fête avec les copains, eh bien, j'en étais arrivé à devoir boire 3 litres d'alcool par jour. 3 litres d'alcool par jour. Pas pour être défoncé, pas pour être sous, pour être bien. Pour pouvoir aller donner mes cours à l'école. Si je n'avais pas ça, j'étais malade. J'en pouvais plus, je ne savais plus rien faire. 3 litres d'alcool par jour, et pas 3 litres de bière. Hein. C'était 1,5 bouteille de whisky tous les jours, 1 bouteille de Porto tous les jours, plus 1 bouteille de vin tous les jours. Et avec ça, quelques bières. Parce que quand j'allais chez les copains, ils n'avaient pas toujours du whisky, du gin, de la vodka et autres. Donc je me contentais de quelques bières, et dès que je sortais de chez eux, hop, je pouvais aller dans ma voiture. Et j'avais mon bar qui m'attendait avec mon alcool fort. Je ne buvais pas pour être sous, je buvais simplement pour être bien. C'est là la grande différence entre le gain d'ailleurs et l'alcoolique.
Un gain d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, ou un grand buveur, c'est quelqu'un qui va boire, 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 et quand il a trop bu, eh bien, il va être malade. L'alcoolique, c'est l'inverse. Il va boire, 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 boire. Mais c'est quand il ne boit plus qu'il est malade. Il va être en état de mort. S'il boit trop, bah, il tombe, il s'endort et c'est terminé. J'ai jamais été malade avec l'alcool véritablement. Moi, je m'endormais. Donc, alcoolique, c'est quelqu'un qui sera malade quand il ne boit plus. Et si je n'avais pas ma dose d'alcool, j'étais incapable d'aller donner mes cours. Vous avez compris tout ça? Je vous envoie comme ça un tas d'informations. À vous de tout stocker. Vous ferez le tri après, hein, et vous en discuterez en classe. Mais moi, j'essaye de vous donner un maximum d'informations sur mon vécu. Parce que je suis là pour parler finalement de tout ce que vous allez perdre en tombant dans cette maladie qui est l'alcoolisme, la dépendance. Vous allez avoir le docteur Gabe qui va parler du côté médical. Parce que la première chose qu'on risque de perdre avec l'alcool, bien sûr, c'est la santé. Qu'est-ce qu'on risque? Maintenant, avec le tabac, c'est le cancer du poumon. Avec les drogues, c'est le cerveau qui en prend un sérieux coup. Mais comme le cerveau dirige tout le reste, c'est toute la machine qui va être mise en péril. L'alcool, c'est essentiellement, pardon, c'est de l'autre côté, la cirrhose du foie. D'accord? Et on peut en mourir. Mais ce côté médical, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pour le docteur Gabe. Et de toute manière, si vous avez envie de mourir dans d'atroces souffrances, allez-y, fumez, buvez, droguez-vous. C'est vous qui allez souffrir. Je ne suis pas là pour vous interdire les choses, hein. Je suis là pour vous mettre en garde. Allez-y, fumez, droguez-vous. C'est vous qui allez souffrir et vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Mais ce que l'on oublie, c'est que ça ne se limite pas qu'à ça. Vous allez tout perdre dans la vie. Tout ce qu'on parle du social, le social. Et moi, j'ai tout perdu dans ma vie. J'avais tout pour être heureux. Mais vraiment tout. J'avais une bonne situation, un bon métier, j'avais une femme, j'avais des enfants. J'avais un train de vie tout à fait raisonnable. J'avais des amis. Eh bien, j'ai tout perdu. Tout ça parce que j'ai cru que j'allais être plus fort que ces produits-là, que j'allais pouvoir les maîtriser, que j'étais plus fort que ça. Oh, je connais mes limites. Mais c'est eux qui ont gagné. Et j'ai tout perdu. Ma femme, elle a tenu le coup pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, elle m'a soutenu. Mais soutenir un toxicomane, c'est la galère. Vivre avec un toxicomane à la maison, c'est l'horreur. Et ça, je ne conseille à personne. Mais, moi, dans l'état où j'étais, qu'est-ce que je m'en foutais? J'étais dans un autre monde, j'étais sur mon petit nuage. Ça ne me touchait pas. Je ne me rendais même pas compte de toutes les bêtises que je faisais, toutes les conneries que je racontais à longueur de journée, tout le stress que je provoquais chez les autres. Ma femme, elle ne vivait plus. Et à un certain moment, elle a craqué. Et elle m'a foutu à la porte. Et elle m'a dit, écoute, j'ai rien à te reprocher, à part le fait que tu bois. Parce que c'est vrai que j'avais pas l'alcool violent, j'avais l'alcool triste. Quand j'avais trop bu, je me mettais à pleurer. Après avoir fait le singe pendant un bon bout de temps, après c'était toutes les misères du monde, c'est pour moi. Mais,
J'avais des comportements complètement bizarres qu'elle devait assumer. Je prenais des décisions tout à fait irrationnelles. Et elle a tenu le coup. Et à un certain moment, elle a dit non, je te mets à la porte. Parce que si je ne le fais pas, c'est moi qui rentre à l'hôpital. Sans m'en rendre compte, je lui avais gâché la santé. C'était elle qui était devenue malade, en même temps que moi. Est-ce que j'avais le droit de lui foutre la santé en l'air? Non. Et elle m'a viré. Qu'est-ce que j'ai fait pour oublier? Ah, je connaissais un produit génial hein, pour oublier. J'ai descendu une bonne bouteille. Hop! C'est vrai, j'ai oublié. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, ma femme n'était toujours pas revenue. Hein. Donc, ça travaille là à l'intérieur. Et comment se calmer, comment oublier, se détendre. Hein. On ouvre une nouvelle bouteille et c'était parti. On se sert du produit à ce moment-là, non plus comme un amusement, mais bien comme un médicament, contre nos angoisses, nos peurs, nos problèmes. Ne jamais toucher à ce genre de produit dans de telles situations. Parce que ça marche. Si j'ai envie d'oublier, si je suis déprimé, eh bien, je vais prendre quelques verres, et autant dire que dans une demi-heure, mes soucis, ils auront disparu. Ah ouais. Mais le lendemain matin, quand je vais me réveiller, ils seront toujours là. Sans compter peut-être toutes les bêtises que j'aurais faites sous l'influence de l'alcool et que je devrais assumer en plus de mes problèmes à ce moment-là. Eh oui. Jamais utiliser ça comme un médicament. C'est vrai, les antidépresseurs, quand on est déprimé, un médecin vous conseille des antidépresseurs. Oui, ben un antidépresseur, il faut en prendre pendant 20 jours avant que ça fasse de l'effet. Mais ma déprime, c'est maintenant que je l'ai. Hein. Ce n'est pas dans 20 jours, c'est maintenant ma déprime. Par contre, si je descends une demi-bouteille, ma déprime, je l'oublie. Hein. Dans 10 minutes, je sais plus ce que c'est. C'est tellement facile. Mais les conséquences sont là. À vous de faire le bon choix. De vous poser les bonnes questions. De vous comporter comme des adultes. Dès lors, j'ai perdu ma femme. J'ai perdu mes enfants. Ah ouais. Tout petits, ils n'ont rien compris. Hein. Ah, ils ont vu un papa, une maman, qui s'engueulaient à longueur de journée. « Ouais, tu n'es qu'un alcoolique. Ah, le terme alcoolique, ils l'ont entendu des dizaines de fois à la maison. Jusqu'au jour où un prof, fin de maternelle ou début de première primaire, a demandé comme ça une fois dans la classe, « Tiens, au fait, que font vos papas dans la vie ?» Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Alcoolique. Pour eux, c'était un métier. Ils ne savaient pas. Quand on leur a expliqué, la honte. Mais tout petit, est-ce qu'on a le droit à la parole à la maison? Est-ce qu'on peut donner son avis? Non. Ce qui fait qu'ils ont subi ça pendant des années, sans pouvoir rien dire. Plus tard, je me suis aperçu que, finalement, ils ont eu de gros problèmes. Parce que je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas beaucoup d'amis. Mais ce que je me suis aussi aperçu, c'est que de leur côté, ils avaient compris quelque chose, tout petit déjà. Il y avait une chose qu'ils avaient remarquée, c'est que quand ils restaient à côté de moi, je ne buvais pas. Alors, dans leur tête de petits mioches, ils s'étaient dit, eh bien, si je reste à côté de mon papa, il sera en super forme. Et ils se privaient de nombreuses activités pour être simplement à côté de moi. Et comme ça, c'était leur manière de m'aider. Et ils refusaient parfois d'aller à des anniversaires ou autres, parce qu'il fallait rester. Et puis, de toute manière, en plus, ils n'invitaient jamais de copains à la maison.
Vous imaginez le tableau? Inviter des copains à la maison avec un père affalé dans le canapé dans un état pas possible, qui racontait des bêtises à longueur de journée. Ah non! Oui, mais dans notre société, si on n'invite pas de temps en temps les copains, bah, les copains ne vous invitent pas non plus, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés un petit peu tout seuls. Jusqu'au moment où ils ont eu l'âge de raison, 13-14 ans. À partir de ce moment-là, on prend tout doucement en compte ce que disent les ados. Ils peuvent donner leur avis. Si des parents divorcent, à partir de 13-14 ans, le juge peut demander à l'enfant s'il préfère aller avec la maman ou avec le papa. Avant ça, on n'avait pas le droit à la parole. C'est à ce moment-là aussi que mes enfants m'ont claqué la porte. Je me souviendrai toujours de la phrase qu'ils m'ont envoyée à la figure. Un jour, j'étais déjà séparé de ma femme. Je vivais dans une petite chambre. C'est tout ce que je savais me payer à l'époque. Un petit code d'étudiant comme ça, avec une table, une chaise, un lit, une armoire. On avait eu un deal avec mon ex-épouse, comme quoi je pouvais recevoir mes enfants une fois tous les 15 jours, même toutes les semaines, le samedi pour toute la journée, à une seule condition. Bien sûr que je n'ai pas touché à une goutte d'alcool. Ça a marché pendant un bon bout de temps, jusqu'au jour où j'ai craqué. Et pendant que mes enfants étaient là, j'ai consommé. Ils ont sauté directement sur le téléphone, ils ont appelé leur maman en disant « Maman, viens nous chercher, il a bu. » Et leur maman est venue les chercher. Et là, au moment où ils sont partis, ils m'ont envoyé une phrase horrible à la figure. Ils se sont retournés vers leur maman, puis ils se sont retournés vers moi, puis vers leur maman. Ils ont dit « Maman, ce mec-là, on ne veut plus le voir. Ce mec-là. » J'étais plus leur papa, j'étais un mec. C'est tout ce que je représentais encore à leurs yeux. Ils sont partis avec leur maman, je les ai plus vus. Qu'est-ce que j'ai fait pour encaisser ça? Je connaissais mon médicament miracle, une bonne bouteille, et j'ai descendu ma bouteille. Mais le lendemain, mes enfants, je ne les voyais plus. J'essayais de leur téléphoner, ils raccrochaient. Ils reconnaissaient ma voix, ils raccrochaient. J'essayais d'aller les chercher à la sortie de l'école pour les ramener jusqu'à la maison, il y avait 300 mètres. Ils m'apercevaient au travers de la grille, hop, terminé, ils se réfugiaient chez les professeurs, chez les éducateurs, et ils avaient même inventé que, soi-disant, un juge avait mis une interdiction de les approcher de ma part. Moi, j'avais beau me défendre auprès des profs et des éducateurs, en disant que c'était pas vrai, mais qui est-ce qu'on va croire? L'enfant ou l'alcoolique? Et mes enfants, je ne les ai plus vus. Ils ne voulaient plus me voir. Bon, maintenant, le temps a passé. J'ai fait mes preuves tout doucement. Mais j'ai dû, quand même, supporter des années sans pouvoir les fréquenter. Maintenant, ils ont 28-30 ans. C'est plus des gamins. Eh bien, je les ai un quart d'heure par mois au téléphone et je les vois une demi-journée tous les trimestres. C'est ce qu'ils m'accordent. C'est le terme qu'ils utilisent à certains moments. N'oublie pas ce que tu nous as fait. On t'accorde déjà, sois déjà bien content avec ce que l'on t'accorde. Mais je dois vivre avec ça. Est-ce que je suis heureux? Tout ça parce que j'ai voulu faire la fête à un moment, que j'ai cru que j'allais être plus fort que ces produits-là, que je pouvais m'arrêter quand je voulais, que je connaissais mes limites. Non, je me suis planté. Mais ce n'est pas à 20 ans, à 18 ans, à 16 ans, même à 25 ans, qu'on se rend compte du problème.
c'est juste un petit peu plus tard, 30 ans. Quand, à longueur de journée, on vous matraque, toi tu as un problème avec tel produit, parce que tu es sûr que tu n'es pas accro, tu n'es pas dépendant, et à force de l'entendre dire, on finit par se poser les bonnes questions. Et là, on est devant le fait accompli. On ne s'en sortira plus. Mais on n'a pas le choix, on est coincé. Et il est trop tard. Alors, autant vous prévenir à l'avance. C'est bien de faire la fête, mais il y a des limites. Pourquoi devoir descendre un casier chaque fois que l'on sort? Ou descendre un 3/4 de bouteille d'alcool, de vodka? Quand avec 3-4 verres, on est dans l'ambiance et puis c'est bon. On risque rien à ce moment-là. Et en plus, vous pourrez en profiter toute votre vie. Parce que dans mon cas, maintenant, c'est plus rien du tout. Alors je vous jure, manger du foie gras au réveillon avec du coca, c'est génial, hein? Alors que c'était tellement bon avec un petit saut de terre. Non. Je dois m'en passer maintenant. Je pourrais en boire. Mais je sais très bien que si je retouche, je replonge. 8 fois, j'en ai fait l'expérience. C'est bien pour ça que j'ai été dans 8 cures de désintoxication. Perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mon boulot. Ah, ben oui. Professeur alcoolique. Ça se remarque, hein? Bien que je parvenais à donner correctement mes cours, avec des propos assez bizarres, et puis j'avais trouvé des petites astuces, hein. Je prenais mes doses d'alcool pour arriver à l'école, et puis la première heure, quand j'étais assez bien entamé, c'était plutôt match de foot. Après ça, on faisait un peu de gym, et quand j'arrivais à la fin de matinée et que je rentrais dans mon état de manque, que je me mettais à trembler, à transpirer, à avoir des angoisses et autres, eh bien, à ce moment-là, match de foot, hein, les gars. Hop. Donc j'avais trouvé des petites astuces. Mais les élèves savaient très bien que j'avais un problème avec l'alcool. On ne parlait plus de M. Skepers, on ne parlait plus du prof de gym. On disait, ouais, on a cours avec l'alcoolique. Hein. J'avais une étiquette dans le dos. Mais vivre avec ça, en tant qu'alcoolique, ça m'arrangeait bien, parce qu'on est des masos un petit peu. Et puis, au moins, on avait une raison de consommer. Parce que quand je sortais de l'école, alors que les élèves s'étaient foutus de ma tête pendant toute la journée, au moins j'avais une raison pour aller boire un verre. C'est de la faute de mes élèves. Parce que pour tous les toxicomanes, quel que soit le produit, c'est jamais de leur faute, hein? C'est jamais de ma faute. C'est toujours la faute des autres. Pourquoi je buvais? Ben, c'était de la faute de ma femme, c'était de la faute de mes enfants, c'était de la faute de mes élèves. Jamais de ma faute. Alors, finalement, ça m'arrangeait bien que les élèves me chahutaient. J'avais un motif pour consommer après. Mais travailler toute une vie avec cette étiquette dans le dos, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je devais faire? Ben, j'ai été en cure de désintoxication. C'est vrai, le directeur ne pouvait pas me mettre à la porte parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un qui est malade à la porte. Et comme la toxicomanie est une maladie, la dépendance est une maladie, l'alcoolisme est une maladie, je pouvais pas. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est me dire, monsieur Skepers, vous devez aller vous faire soigner. Et chaque fois qu'il me l'a demandé, ben, je l'ai fait. Comme ça, j'étais tranquille. Mais je vivais avec ça. Alors, finalement, à un certain moment, j'ai eu 3 ans de congé de maladie. J'enseignais en 4e, 5e, 6e. J'ai dû reprendre les cours. Et je me suis dit, bah, 3 ans que je suis absent, tous mes élèves qui me connaissaient, eh bien, ils auront disparu de l'école. Mais je veux être sûr de ne plus en croiser. Comme ça, le nouveau monsieur Skepers va faire son apparition dans l'école. Et j'ai été trouver le directeur, je lui ai dit, écoutez, pendant 1 an ou 2, donnez-moi les premières, 2e, 3e, là on est sûr qu'il n'y a personne qui me connaît. Et
il a accepté. Et je me suis retrouvé au mois de septembre dans ma classe de première. Et là, au moment où je me suis présenté, que j'ai écrit mon nom au tableau, et pendant que j'avais le dos tourné, il y a un petit maman dans le fond de la classe qui a été écrié « Eh, monsieur, et quand est-ce qu'on va aller boire un verre ?» Ma tête. Des cures de désintoxication, 3 ans d'absence pour me reconstruire, et un petit maman avec une phrase qui mettait tout par terre. Comment est-ce qu'il savait ça? Ben, c'est vrai qu'après 25 ans d'enseignement, les élèves que j'avais dans les classes de première, c'était parfois les enfants de mes premiers élèves au début de ma carrière. Et donc, quand ils sont rentrés à la maison et que les parents ont demandé « Tiens, qui est-ce que tu as comme prof de gym cette année ?»« Monsieur Skepers. »« Ah, l'alcoolique. » Une étiquette, quand on l'a dans son dos, c'est pour la vie. Alors faites très attention à ça. Parce que maintenant, c'est très amusant. Les beuveries, tout ce qu'on montre parfois sur Internet. Ah ouais, un tel, il était complètement bourré, il a mis sa photo sur Internet. Mais c'est une image que vous vous construisez et que les autres auront de vous. Et cette image, dans 25 ans, elle existera toujours. Et on ne parlera pas de vous comme quelqu'un, le directeur d'une grande société. On parlera, tu te souviens, le mec complètement bourré. C'est l'image que vous avez toute votre vie. Alors, si vous voulez avoir une bonne réputation, faites attention. Pensez à ça. Mais quand on est jeune, on oublie de réfléchir. On agit, puis on réfléchit. Mais alors, il est trop tard. Changer d'école aurait été une solution. Mais j'ai un dossier qui me suit. Quel est le directeur d'une autre école qui va accepter d'engager un prof alcoolique? Foutu. Aucun. Donc, j'ai dû abandonner finalement mon métier. Trouver au chômage, CPAS, SDF. Ah ouais. J'ai tout perdu. Mon boulot, ma femme, mes enfants, mon pognon. 3 litres d'alcool par jour. Vous avez déjà vu combien ça coûte? 3 litres d'alcool? Je dépensais par mois aux alentours des 1400 €. Rien que pour les boissons. Avec mon petit salaire de professeur, il fallait quand même continuer à faire vivre le ménage. Payer le loyer, le gaz, l'électricité, les assurances, la bouffe, les vêtements, les vacances, la voiture. Pas possible. Donc, comme tout bon toxicomane, à un certain moment, quand on est dans ce trip-là, eh ben on va commencer à faire des conneries. Ah oui, des conneries, j'en ai faites. Pour pouvoir vivre, c'est vrai, j'ai dû voler. J'ai volé dans les magasins. J'ai pas braqué des supermarchés ou des banques. Non, j'ai volé mon alcool dans les magasins. C'est déjà ça. Parce qu'au moins, l'argent que je ne dépensais pas pour l'achat de l'alcool, je pouvais le consacrer à donner de la nourriture à la maison ou payer une partie du loyer. Mais ça ne suffisait pas. Donc d'autres conneries, j'en ai fait aussi. J'ai fait le tour de toutes les banques où j'étais emprunté de l'argent. Alors avec l'argent que j'empruntais dans une banque, je payais l'autre banque, enfin c'était tout un système. Mais ça ne marche pas. On ne tient pas le coup, ça marche un temps. Avec cet argent emprunté, j'ai su, bien sûr, donner à manger à la maison, payer le loyer, mais ça ne dure qu'un petit temps. Et à ce moment-là, un jour, comme je ne remboursais pas les banques, qui est venu frapper à la porte? Les huissiers. Ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est aussi à ce moment-là que ma femme m'a viré. C'était le point d'orgue. La maison qu'on avait achetée, qu'on avait fait construire au début de notre mariage, eh bien, on n'a pu la vendre. Elle a récupéré sa part pour pouvoir se réinstaller avec les enfants. Et moi, de mon côté, avec la part que j'ai récupérée sur la maison, il y avait
déjà plus de 15 ans qu'on l'a payé, eh bien, avec l'argent que j'ai récupéré, j'ai pu rembourser une partie de mes dettes. À l'heure actuelle, je suis toujours en train de rembourser. Mais je n'ai plus de boulot. Ce que je viens faire ici, c'est du bénévolat. Qui va m'engager, sachant que je suis même que je suis un soi-disant ex-alcoolique, plutôt un alcoolique abstinent, qui va me prendre le risque de m'engager? J'ai cette étiquette à vie. J'ai gâché toute ma vie pour faire la fête pendant 2, 3, 4 ans. Alors réfléchissez à ça. Est-ce que ça en vaut la peine? Vous avez encore 60, 70 ans de vie derrière vous, et pour les 4 ans qui vont suivre, ou pour les 5 ans qui vont suivre, et d'avoir fait un peu trop la fête, vous risquez de mettre toutes ces années en péril, alors que vous avez un bel avenir devant vous. Réfléchissez, s'il vous plaît. Faites le bon choix. Soyez raisonnable. Posez-vous les bonnes questions. Comportez-vous comme des adultes. Parce que les amis, ça j'en avais des amis, énormément. Des dizaines. Faut dire, j'étais le bon copain. On me faisait boire quelques verres. Je ne savais plus comment je m'appelais, et à partir de ce moment-là, j'étais celui qui offrait les tournées pendant tout le reste de la soirée. Ah oui, je ne savais plus comment je m'appelais. Et ça, c'était soi-disant des copains. Puis un jour, sous l'influence, bien sûr, de mon entourage, et à force de m'entendre dire que j'étais un alcoolique, j'ai dû rentrer dans une cure de désintoxication. À partir de ce moment-là, j'ai dû annoncer un petit peu autour de moi que j'allais suivre une cure. Mais là, aux yeux des amis, soi-disant amis, aux yeux de la famille, aux yeux des connaissances, aux yeux de tout le monde, je n'étais plus un gain d'ailleurs, j'étais devenu un alcoolique. Je changeais de statut. Le bon copain qu'on emmenait dans toutes les soirées et qui faisait rire tout le monde, c'était plus la même chose. C'était devenu un alcoolique. Et donc je suis rentré dans cette première cure de désintoxication. Je me suis dit, ça va être génial, j'ai vu le programme. Du matin au soir, on a des ateliers, on est occupé, on fait du sport, des petites réunions, on fait du bricolage, et autres. Impeccable. Et de 4h à 9h du soir, on peut recevoir des visites. Alors là, j'ai tous les copains, la famille qui va venir me soutenir. Je suis resté 1 mois dans cette première cure de désintoxication. J'ai vu personne. Juste ma maman qui est venue 1 fois par semaine pour changer mon linge. Personne. Je me suis posé des questions. Et donc, en sortant, j'ai été quand même frappé, sonné chez les copains pour leur demander en douce, comme ça, tiens, vous n'êtes pas venu me dire bonjour. Eh bien, quand j'ai été sonné chez eux, comme par hasard, ils avaient tous quelque chose à faire. Ah oui, j'avais changé de statut. Je n'étais plus un bon copain gain d'ailleurs, j'étais devenu un alcoolique. Et avoir sur sa carte de visite, moi j'ai un copain toxicomane, ça fait pas bien. Et c'était l'occasion pour me virer. Et à l'heure actuelle, je n'ai plus aucun copain. J'ai tout perdu dans la vie. La famille, c'est limite. Eux, ils ont pleuré à longueur de journée. Ils ont angoissé à longueur de journée. Pour nous. Mais nous, on était dans un autre monde. J'étais à 100 000 lieues. Qu'est-ce que je me foutais de ce qui se passait autour de moi? Et avec ma petite personne qui importait. Moi, je m'amusais bien. Et en réalité, est-ce que je m'amusais? Non. Non. Parce que c'est quoi s'amuser? C'est prendre du plaisir.
c'est faire des choses distrayantes pour, et ça on oublie généralement dans la définition du dictionnaire, hein, pour en garder un bon souvenir. Quand j'avais fait descendre 3 bouteilles, le lendemain, est-ce que je me souvenais de quelque chose? Est-ce que je pouvais dire que je m'étais amusé? Je ne savais même plus comment, ce que j'avais fait la veille. Et même, sur mes 30 ans d'alcoolisme profond, il y a 10 ans dont je me souviens quasiment plus de rien. Tout ce que je sais, c'est ce que les autres m'ont raconté. Moi, j'étais dans un autre monde. J'ai fait un coma éthylique, je les ai toutes faites. Je m'en sors, mais je suis une exception. Ils sont rares, ceux qui parviennent à s'en sortir. Alors l'idéal, c'est de ne jamais devoir arriver jusque-là. Ne jamais abuser, aller trop loin. Pour ça, il faut se comporter comme un adulte, se poser les bonnes questions, se mettre des limites et les suivre. Parce qu'attention, c'est pas facile. C'est vrai que on peut se dire, moi, aujourd'hui, je vais pas trop boire et je vais refuser les verres. Oui, cette résolution, elle est valable tant qu'on a bu 1, 2, 3 ou 4 verres. À partir du moment où on a bu le 4e verre, vous pouvez être sûr qu'on ne sait plus dire non. Hein. Terminé. On accepte tout. Et c'est fini. Il ne faut jamais arriver au 4e verre d'affilée. Hein. Attention. Parce qu'on peut boire peut-être même un petit peu plus que 4 verres sur une soirée. Du moment que c'est bien étalé, on boit ces 3 premiers verres pour mettre dans l'ambiance, et puis après ça, on boit un coca, une eau. Et 1 heure, 1 heure et demie après, on peut reboire un verre. Et 1 heure et demie après, on reboira un verre. Chaque fois, c'est la quantité d'alcool que l'on va éliminer. Et là, on ne risque rien. Et on reste dans l'ambiance. Mais si on en boit 4 d'affilée, le 5e, il passe le 6e, parce que l'alcool est un produit très dangereux. Tant qu'on n'y touche pas, on n'en a pas envie. Mais dès qu'on trempe ses lèvres dans le premier verre, on pense déjà au 2e. Et quand on est dans le 2e, on pense au 3e. Mais quand est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce que je vais savoir m'arrêter? À vous de faire le bon choix, de réfléchir, de prendre la bonne décision, de ne pas vous retrouver dans une situation telle que je la vis à l'heure actuelle. Est-ce que je suis heureux? Je ne sais pas. Je me reconstruis petit à petit. Mais je suis déjà presque au bout de ma vie. Qu'est-ce que j'aurais gagné dans tout ça? Rien que des problèmes. Alors vous avez une belle vie devant vous, profitez-en. Mais faites-le correctement. Comportez-vous comme des adultes. Voilà. C'était une partie de mon témoignage. Je suis certain que parmi vous, il y en a toute une série qui ont des questions à me poser. N'hésitez pas. Je réponds à tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui. Je dirais qu'il y a un micro qui arrive. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais juste demander par rapport aux cures. Oui. Niveau alcool, ça se passait comment? C'était des diminutions petit à petit ou... Dans une cure, c'est quelque chose de terrible. Je conseille à personne de devoir passer un jour par une cure de désintoxication. Il faut savoir que pendant la première semaine, pendant les 10 premiers jours, soit on vous met dans le cabanon, c'est-à-dire la pièce avec les mousses sur les murs, soit on vous attache sur votre lit. Hein. Parce que la période où on va faire le sevrage physique, c'est une période où on souffre énormément, et que s'ils ne prennent pas des précautions, on est capable de tout.
Cette période-là, elle est horrible. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'on est capable de taper sur les infirmiers pour qu'ils nous apportent un petit peu de produit. Parce qu'il suffit de reboire un verre et on sera de nouveau bien. Et donc, ils vont nous attacher ou ils vont nous mettre dans le cabanon. Et c'est pour nous protéger, nous aussi, parce qu'on va souffrir tellement que on se taperait bien la tête contre le mur pour se suicider. Les gens essayent de se suicider au début de leur cure, tellement on souffre. Et, de toute manière, c'est un arrêt total du produit. Parce que le principe de la diminution progressive d'un produit, ça ne sert à rien. C'est reproduire cette même souffrance de sevrage à chaque fois qu'on fait une diminution. Alors il vaut mieux le faire en une fois que le faire sur 10 fois et souffrir 10 fois. Bien sûr, le faire en une fois est dangereux. C'est pour ça qu'il faut le faire sous surveillance médicale. Et pendant cette première semaine, on est sous Valium. Bien sûr, on met les grosses doses de Valium les premiers jours, mais directement, ils diminuent. Sans quoi, ils peuvent nous désintoxiquer du Valium. Hein. Donc ça va très vite, ça dure le temps du sevrage physique. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose à faire en cure. Il y a cette phase de dépendance physique, donc de 10 jours, et après ça, c'est la tête qui doit commencer à travailler. Parce que la dépendance est avant tout une maladie mentale. C'est pour ça que ça se soigne dans un centre psychiatrique. Les centres psychiatriques, ce sont des centres de cure aussi. Pardon. Alors, à partir de ce moment-là, on va faire chaque centre a un petit peu ses méthodes. Il y en a, c'est du comportemental, il y en a, c'est du visuel, il y a un peu toutes les méthodes. Mais l'essentiel, c'est de nous soigner plus par l'ergothérapie. C'est-à-dire la thérapie par le jeu, par l'activité. Parce que pourquoi on consomme? Dans beaucoup de cas, à un certain moment, c'est parce qu'on s'ennuie. Quand on est occupé, on n'a pas nécessairement besoin de cigarettes, d'alcool ou de drogue. C'est au moment où on arrête de faire quelque chose qu'on commence à s'ennuyer, que notre esprit commence à fonctionner, à réfléchir, et on se dit, je prendrais bien une cigarette, ou je prendrais bien un verre d'alcool à ce moment-là. Quelqu'un qui est un fumeur, qui joue au foot, il va jouer pendant 1 heure au foot, il n'a pas besoin de cigarette. Il descend du terrain, la première chose à quoi il va penser, c'est allumer une cigarette. S'il joue 10 minutes en descendant du terrain, il aura envie d'allumer une cigarette. S'il joue 3 heures, c'est au moment où il descendra du terrain qu'il aura envie de fumer. Et pendant 3 heures, il ne va pas fumer. Il est occupé. Et donc, dans les cures de désintoxication, on fait énormément d'ergothérapie, de telle manière à ce que l'individu se trouve une passion, un hobby, qu'il va utiliser en sortant de cure pour s'occuper. Et tant qu'il sera occupé, il ne pensera pas à consommer. Bon, c'est un travail, en plus d'une remise en question générale, pour savoir d'où provient le mal-être qui nous ronge. C'est un travail de psychanalyse, essentiellement. Voilà. Alors, une cure d'1 mois, c'est à la limite quasiment une cure de sevrage. Dans mes 8 cures que j'ai faites, les premières, c'était bien sûr des cures d'1 mois, mais ça a été aussi des cures de 2 mois, de 3 mois et de 6 mois. Et c'est dans les plus longs que l'on parvient à s'en sortir. Ça répond à ta question? Oui? Attends, le micro arrive. Je voulais juste savoir ce que vous faisiez dans votre journée. De ma journée? Oui, parce que vous avez maintenant, je me reconstruis. Ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est ce que je fais
à l'heure actuelle. Je fais énormément d'animation, mais j'ai aussi trouvé un petit boulot, tout doucement, sur le côté. J'ai été mis, pour raison médicale, à la pension, ce qui permet maintenant de m'en sortir un petit peu mieux qu'il y a quelques années. Et je peux retravailler un petit peu dans les limites d'un pensionné. Hein, et je me suis retrouvé à un petit boulot où je vais porter des colis à domicile, mais quelques heures par semaine, quoi, parce que de toute manière, ça doit rester. Comme je conduis une voiture, il y a toujours le risque que je retombe dans l'indépendance. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai plus touché, mais je sais que je peux retomber du jour au lendemain. Je dois être vigilant. Et ce qui m'a sauvé, c'est le fait de pouvoir faire des animations, de pouvoir en parler, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir en parler et d'avouer qu'on a un problème. Vous en connaissez beaucoup des toxicomanes qui vous disent « Oui, moi je suis un alcoolique, je suis un drogué. » Non, ils vont dire « Oui, je consomme, mais je peux m'arrêter quand je veux, je connais mes limites. » Ils vont se défendre. Non, moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'en parler. Et pour en parler, je devais être dans un état correct. Si j'arrivais ici complètement bourré, ça fait aucune crédibilité. C'est un petit peu ça. Bon, bien sûr, maintenant, je fais beaucoup moins d'animation qu'il y a 10 ans. Il y a une période où je faisais 150 classes par an. C'était du non-stop. Du matin au soir. J'ai fait un peu une overdose de ça aussi. Mais maintenant, ça va. Ça va? Oui? Comment est-ce que... Enfin, il n'y a pas moyen que vous soyez avec des personnes qui vous surveillent et vous prenez une demi-canette de bière ou quoi, sous la surveillance de personnes qui savent que vous êtes dans ce cas-là? Je ne comprends pas très bien ta question. Je vais répéter. Il n'y a pas moyen que vous soyez avec des personnes qui savent que vous êtes dans ce cas-là et vous prenez une demi-canette de bière ou quoi? Pourquoi je prendrais une demi-canette de bière? Simplement pour passer un bon moment avec ces personnes-là et des amis. Je sais que je suis un malade, que cette maladie est incurable. J'ai fait 8 fois l'expérience. C'est-à-dire que j'ai fait des cures de désintoxication. J'en suis sorti. Il faut savoir que quand j'ai été dans la première cure de désintoxication, quand je suis arrivé, le psychiatre qui m'a accueilli, il a dit « Monsieur, c'est génial, vous avez fait le bon choix. Le fait de venir vous présenter et de demander de vous faire soigner, de vous faire aider, pardon, c'est déjà 50% de la thérapie, hein, parce que vous reconnaissez que vous avez un problème avec l'alcool. » Je l'ai regardé, je lui ai dit « Moi, un problème avec l'alcool? Oh non, c'est ma famille qui dit ça, moi c'est pour leur faire plaisir que je viens. » Ah, il a rigolé. Il a dit « Mais enfin, on verra. Faites-vous aider, on en reparlera plus tard. » Et puis il m'a dit « Vous êtes dans le meilleur centre de cure de tout le Brabant wallon. Hein. » Ah, ça c'est génial. Il dit, oui, on a le meilleur taux de réussite ici. Hein. Oh, très bien. Combien? Ah ben chez nous, 5%. 5%? Je dis, mais ça vaut même pas la peine de commencer s'il n'y a que 5% de réussite. Ah, il dit, si, il faut essayer. Mais vous connaissez plus ou moins le taux. Et j'ai fait ma cure. Et au bout d'un mois, moi je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il m'a raconté le psychiatre là au début? Moi je fais partie des 5%, ah j'étais nickel. Nickel. Mais jusqu'à 5 minutes avant de sortir du centre de cure, hein, parce que là j'ai eu les chocotins. C'est vrai, dans le centre de cure, on est dans un petit cocon, on est avec des petites infirmières qui s'occupent de nous, on a besoin de penser à rien du tout, tous nos problèmes on les a laissés dehors, et puis d'un coup, on va franchir la porte du centre de cure et on va devoir affronter la réalité de la vie quotidienne. Et on va devoir affronter le regard de tous nos amis, de toute la famille. Et là, ça fout les chocottes, hein. Et quand je suis sorti, la première chose que j'ai faite, j'étais dans un magasin et j'étais acheté ma bouteille.
Parce que ça, c'était mon médicament miracle qui me permettait d'affronter ce stress, cette angoisse. Mais j'ai dit, je n'y toucherai pas, hein. Je ne vais pas y toucher. Mais c'est la roue de secours, je la planque dans la voiture, j'y touche pas, mais ça va me rassurer, comme la personne qui, quand elle a un paquet de cigarettes dans le fond d'un tiroir, elle est contente, elle ne touche pas, mais elle sait qu'il y a un paquet qui est là, ça rassure. Et ma bouteille était dans ma voiture, elle n'a pas tenu 3 jours. 3 jours, et elle était partie. Jusqu'au jour où ma femme a de nouveau vu que je buvais, et à ce moment-là, j'ai été dans une 2e cure. Et là, le psychiatre m'a accueilli et m'a dit « Qu'est-ce que je vous avais dit ?» Voilà. Et en fait, ils nous ont bien expliqué qu'on ne peut plus, on ne doit plus y toucher. Cette maladie, on va l'endormir, et le fait de retoucher à un verre, même un demi-verre, une demi-canette, ça réveille la maladie, ça réveille les envies répressives. Mais ça, il faut avoir connu la maladie pour ça. On ne peut pas s'imaginer ce qui se passe à l'intérieur d'un individu, mais ça devient une obsession. Si je rebois, et je l'ai fait à chaque fois avant une cure, même à la 8e cure, quand je suis arrivé à la 8e cure, j'ai été pendant 3 ans sans boire un verre à un certain moment. Et puis pour une raison quelconque, je me suis dit, bah oui, c'est mon anniversaire, c'est un mariage, c'est ci, c'est là. Oh, socialement, comme monsieur tout le monde, je vais prendre l'apéritif avec les gens. Et en fait, j'ai réveillé la maladie. Et le lendemain, j'étais reparti. Je ne pouvais plus m'en passer. Tant qu'on est dans la phase guindaille, qu'on est sûr qu'on n'a pas de problème avec l'alcool, ça peut aller. Mais une fois qu'on est tombé dans l'alcoolisme, c'est terminé. On ne peut plus y toucher, sinon on replonge. Et à tous les coups. 8 fois j'ai fait une expérience, et 8 fois, je me suis planté. Donc je ne peux pas me permettre même un demi-verre. C'est trop dangereux. Foutre en l'air 10 ans de travail pour un demi-verre. Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà. C'est tout ce que je peux te répondre. Ça va comme réponse? Question? Oui. Ah. Je voudrais savoir combien de temps il vous a fallu pour réussir à en parler. Parce que vous disiez que ça vous a pris beaucoup de temps. Et, Oui, ça m'a mis du temps. Et c'est finalement lors de ma dernière cure, ma 8e cure, où je me suis fait un petit peu virer. Parce que j'avais continué à consommer et j'avais eu des problèmes avec mon psychiatre. À ce moment-là, qui, à un certain moment, m'a viré en disant « Monsieur, on ne sait plus rien faire pour vous, et en plus, vous êtes une honte pour la société. » Il avait utilisé des termes horribles, et il m'avait quasiment viré de la cure. Mais en même temps, j'étais viré de chez moi, j'étais viré de partout. Là, j'étais SDF complet. Et j'ai dû me remettre en question. Et dans les discussions que j'avais eues avec lui, pendant tout le mois que j'avais passé dans ce centre de cure, on avait discuté que rien ne se faisait auprès des jeunes, comme j'étais professeur, sur l'alcool. C'est vrai que, à mon époque, quand j'étais jeune professeur et même quand j'étais étudiant, parler d'alcool à l'école, jamais. Du tabac, jamais. Il y avait juste la gendarmerie qui passait une fois de temps en temps, et même pas dans toutes les écoles, parlait un peu de la drogue et de la sécurité routière. C'est tout ce qu'on avait comme information quand on était à l'école. Et il m'avait suggéré, dit tiens, dans la discussion, ça ne se fait pas dans les écoles. C'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et quand je suis sorti, donc quand je me suis fait virer de la cure, j'ai été dans un centre de jour pour me faire soigner, j'ai été en habitation protégée pour vivre pendant presque 1 an, où j'étais suivi continuellement par des psys et par des psys, par des éducateurs et autres. Et pendant toute cette phase-là, j'ai mis au point le projet. Et
6-7 mois après la sortie, dès le mois de septembre, j'ai pris contact avec les directions d'école et ça s'est lancé. Et ça a très vite fonctionné parce qu'il y avait une énorme demande de la part des écoles, parce que c'est un problème terrible à l'heure actuelle. La jeunesse est confrontée à l'alcool, quelque chose de pas possible. C'est une vraie catastrophe. Mais ça a été très vite. Hein. À la sortie de ma dernière cure de désintoxication, 6 mois après, je commençais mes premières animations et ça m'a permis de tenir le coup. Et ça fait maintenant 10 ans passés que je fais ce genre d'animation. Voilà. Question. Oui. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est plus difficile mentalement ou physiquement le fait de se dire je toucherai plus une goutte d'alcool? Enfin, est-ce que c'était plus facile mentalement ou Les deux. La première phase, c'est vraiment de la souffrance. Hein. Je te jure, tu dégueules toute la journée pendant une semaine. Hein. Tu trembles comme une feuille, tu as une barre, tu as la gueule de bois. Hein, tu as envie de te suicider. C'est pas possible. Une souffrance comme ça est énorme. Mais après, la souffrance mentale qui va suivre et qui va elle va durer des mois et des mois. Et puis elle va disparaître. Mais chaque fois que tu es confronté à une envie, elle réapparaît. Et c'est un travail de remise en question perpétuelle. C'est cette vigilance qui est là. C'est pour ça que, personnellement, j'ai eu des gros problèmes avec la méthode des AA, des alcooliques anonymes. Parce qu'eux ont une méthode qui dit un jour à la fois. Je me lève le matin et mon but, c'est ne pas toucher à un verre jusqu'à ce soir. Et on se lève avec un grand pas d'eau devant soi, comme ça, je ne peux pas boire. Et toute la journée, c'est hey, je dois tenir. J'ai tenu 5 minutes, j'ai tenu 10 minutes, j'ai tenu un quart d'heure, 1 heure. Les journées sont longues. Et on arrive le soir épuisé. Pour peu qu'il y ait une grosse bulle qui vous tombe dessus pendant la journée, notre médicament miracle, hop, en avant, et on va se ruer dessus. Et ça, c'est parce qu'il y a cette notion d'interdit. Je ne peux pas boire. Je dois tenir toute la journée. Ce qui s'est passé hier, on s'en fout. Ce qui se passera demain, on s'en fout. Et moi, j'ai trouvé la solution de me dire l'inverse. Je veux garder ma liberté. Je suis un homme libre. Donc, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Donc, je peux boire. Mais je ne le fais pas. C'est tout. Et je me lève le matin en me disant, je peux boire. Mais, je m'abstiens. Et j'essaye de ne pas y penser. Et à ce moment-là, ce n'est pas une lutte. Et je garde mon énergie à longueur de journée pour pouvoir, au moment où je suis confronté à une envie, une tentation, ou par une pression de l'entourage qui dit « Oh, allez, tu vas boire un verre, mais c'est comme ça », non, j'ai assez d'énergie que pour dire non. J'ai appris à dire non. Ça, c'est dur. Et dans la tête. Mais ça peut durer des années, des années, des années. Et ça vous ronge. Parce que vous êtes confronté au regard des autres, vous êtes confronté à tout ce que vous avez détruit, tout ce que vous êtes en train d'essayer de réparer, et que, au fond de vous-même, vous connaissez le médicament qui va vous permettre d'oublier. Et vous ne pouvez pas. On ne doit pas, parce qu'un demi-verre et on est reparti. Et on ne repart pas à 0, on repart là où on a arrêté. Si je reprends un verre maintenant, dans 3 jours, je suis à 3 litres. Parce que mon corps n'oublie rien. C'est marqué presque dans les gènes. Oui. Vous avez dit donc que c'était difficile physiquement et mentalement. Vous avez même parlé de souffrance qui donnait des envies de suicide. Est-ce que vous avez déjà sérieusement pensé quand ça allait pas ou quand vous étiez vraiment très bas? Personnellement, j'ai fait 3 tentatives de suicide. Ma méthode était les médicaments. 3 fois, j'ai avalé complètement toute la pharmacie. La 3e fois, j'ai même avalé les vermifuges pour le chat. Parce que
J'ai même pas regardé les médicaments que j'avalais, j'ai pris tout, j'ai tout avalé. Parce que c'est là. Pourquoi est-ce qu'on boit? Parce qu'on a des problèmes. Pourquoi on a des problèmes? Parce qu'on boit. Et on va s'enfoncer. C'est une spirale. Et on s'enfonce, on s'enfonce. Il faut connaître le fond, aller au maximum de sa déchéance pour avoir une chance peut-être de s'en sortir. C'est ce que préconisent certains psychiatres. Et donc, quand on arrive là-bas, au bout, en fait, au plus on s'enfonce, au plus on boit aussi. Mais, c'est vrai que quand j'ai commencé avec un verre de bière. 2, 3, 4, jusqu'au moment où j'en buvais 25. Mais à un certain moment, 25 verres, je ne savais plus en mettre plus. Et avec 25 verres, je souffrais, parce que j'étais mal. Ça ne suffisait plus. Donc je devais trouver autre chose. Alors au lieu de boire de la bière, j'ai commencé à boire du whisky coca. En buvant du whisky coca, j'ai pu diminuer directement mon nombre de verres. Au lieu d'en boire 25, j'en buvais plus que 10. Et alors là, c'est remonté, 10, 11, 12, 13, jusqu'au moment où je buvais 25 whisky coca. Alors, j'avais beau boire, je savais plus le mettre à l'intérieur, il n'y avait plus de place. Et ça ne suffisait pas. Je me mettais à trembler, j'avais des angoisses et tout. Donc il fallait trouver autre chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé le coca. Et j'ai bu du whisky sec. Alors ça rentrait. Jusqu'au moment où je ne savais plus en mettre. Et à un certain moment, on n'a plus de solution. Et même en consommant énormément, on souffre. Alors là, dans notre tête, on a un choix à faire. Est-ce que j'ai encore envie de vivre ou est-ce que j'ai envie de mourir? Toute personne qui se lève le matin, il se pose une question, comment va se passer la journée? Est-ce que j'ai envie d'être bien ou est-ce que j'ai envie d'être mal? C'est simple. On a tous envie d'être bien. Être bien pour un toxicomane, c'est avoir ses doses. Donc, être bien, je vais prendre toutes mes doses. Mais à partir du moment où, même quand on prend ses doses, on est mal, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce qu'on va vivre toute sa vie en souffrant? Non. Et là, il n'y a plus qu'une image qui nous vient à la tête, on est dans notre trip et on veut disparaître. Parce qu'en même temps, on se dit, on va libérer un petit peu notre entourage. On va leur fiche la paix, on aura disparu, et comme ça, on leur crée plus de soucis. Et tous nos problèmes, c'est terminé. Et 3 fois, j'ai fait une tentative de suicide. On m'a chaque fois récupéré. Voilà. Monsieur Skippers. Oui. Je pense qu'on est arrivé au bout de votre intervention, mais il y a peut-être une dernière question, très rapide peut-être. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir en quoi est-ce que la 8e fois en cure différait des autres pour qu'elle soit en quelque sorte la bonne. J'ai pas bien entendu. Je voulais savoir en quoi est-ce que la 8e fois en cure différait des autres pour qu'elle soit la bonne. Je ne sais pas. C'est un déclic que j'ai eu à ce moment-là. Comme je l'ai expliqué, le fait d'avoir été mis complètement à la porte par le psychiatre de l'institution, que j'étais rejeté à la fois par ma famille et par tout le monde. Je me suis vraiment retrouvé à la rue. J'ai dû me débrouiller et j'ai dû assumer. Et j'ai eu ce déclic avec les animations. C'est ça qui m'a fait sortir de mon problème. Si je n'avais pas eu les animations, je crois que je serais encore en cure. Mais c'est avoir trouvé ce hobby, cette activité qui m'occupait du matin au soir. Toutes mes soirées, parce que je devais préparer, imaginer comment j'allais faire, prendre des contacts avec les directions d'école, téléphoner, ça m'occupait. Et pendant ce temps-là, je ne pensais pas à mon alcool. Et je trouvais une motivation. Et dès que j'ai fait la première animation, ça a été un éblouissement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je me sens bien. Et j'ai continué dans cette voie-là. Mais il y en a très peu qui s'en sortent, un 5%. Voilà. J'espère que
Entre vous, vous allez en débattre, vous allez faire le tri de tout ce que je vous ai raconté. Gardez ce qui vous intéresse, mais surtout, réfléchissez et comportez-vous en adulte. Réfléchissez avant de poser des actes. Pensez à votre avenir et à l'étiquette et à l'image de votre avenir. OK? Allez. Un très très grand merci à M. Schepers pour son témoignage, chaque fois très poignant et surtout très sincère, très vrai et particulièrement frappant à différents niveaux. Vous allez pouvoir donc réfléchir maintenant entre vous pendant cette 3e heure. Vous allez regagner vos classes. Alors attendez avant de sortir parce qu'on va le faire dans l'ordre.